Salut, bienvenue dans Étincelle, notre nouveau podcast. Pour ce premier épisode, on accueille Julien qui a créé la Fine Touch Academy. C'est un projet qui aide les étudiants dans le domaine médical et de la santé à développer leurs compétences en suture. Ensemble, on va découvrir comment son idée initiale s'est transformée en un projet concret et ambitieux. Salut Julien, comment tu vas? Salut John, ça va bien, merci. Merci déjà pour l'invitation avec l'association Curiosity. C'est vraiment très chouette d'être ici aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien Qui sûr. tu es toi? Alors si tu veux, je suis Julien, je suis cofondateur de la Fine Touch Academy. On est en fait 3 personnes à avoir fondé cette Fine Touch Academy. Je suis également étudiant en médecine, plutôt quasiment assistant parce que dans 3 semaines, normalement, je devrais recevoir les résultats et après, je commencerai en tant qu'assistant en début novembre en chirurgie. Tu peux me raconter le parcours que tu as vécu pour en arriver où tu en es aujourd'hui? Yes. Si tu veux, c'était pas un parcours tout à fait linéaire dans le sens où j'ai pas été un très bon élève dès le début. Pour te donner un exemple, en secondaire, j'avais un prof de biologie. Et ce prof de biologie, il me trouvait tellement mauvais, et c'était, je pense que je devais avoir quelque chose comme 14 ans, qui m'avait dit « Julien, toi, vraiment, dans la vie, ça va être compliqué. » Il ne me l'avait pas dit exactement comme ça, mais moi, ça avait résonné. Et c'était mon prof de biologie. Pour te dire qu'aujourd'hui, je fais de la médecine, c'était déjà pas gagné de base. Ok. Est-ce que à ce moment-là, quand il t'a dit ça, ça t'a dégoûté quand même de la médecine? Non, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout intéressé par la médecine. Moi, je voulais faire, si tu veux, mon père est ingénieur, et moi, je voulais à la base devenir comme lui. Et en plus, j'avais pas forcément les moyens pour aller au lycée, et donc, ou le collège, je crois que ça s'appelle ici, dans le canton de Vaud. Le gymnase? Le gymnase. Ouais. Donc, j'avais pas les moyens pour aller au gymnase. Et du coup, j'ai commencé un apprentissage avec une maturité professionnelle dans le but d'aller à l'EPFL après. Et ça a continué parce que même durant mon apprentissage, en 2e année, je me rappelle encore avoir raté des examens et avoir dû les refaire en 3e année. Donc vraiment l'académique était vraiment pas du tout, les cours n'étaient pas du tout faits pour moi. Tu sais pourquoi c'était le cas? Si tu veux, à 18 ans, j'ai eu un événement, il y a ma grand-mère qui est décédée. Et du coup, ça m'a mis un peu une claque parce que avant, j'avais le concept de la mort, toute personne vit et meurt. Mais c'est la première fois que je le vivais vraiment. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, Julien, tu vas pas vivre, ça va pas être éternel. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Et là, ça m'a mis un électrochoc. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai commencé à lire beaucoup de livres et j'ai commencé à lire Sherlock Holmes. Et c'est en partant de Sherlock Holmes que j'ai commencé à aimer la médecine. Alors, Sherlock Holmes, tu vas me dire, c'est pas tout à fait de la médecine. Sherlock Holmes, c'est de la criminologie. Et c'est ce que je voulais faire au début. Du coup, je me suis inspiré un peu de ce qui existait, donc je suis allé voir comment devenir criminologue, etc. Et je continue à lire Conan Doyle comme ça. Et en fait, avec le temps, j'ai remarqué que Sherlock Holmes, il est incroyable, mais il n'est pas super fort avec les gens. Tu vois, il est un peu dans sa bulle, il est un peu dans son monde. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'esprit de Conan Doyle, je vais aller voir juste à côté de Sherlock Holmes. Et c'est qui l'acolyte de Sherlock Holmes? Je me rappelle plus de son prénom, c'est pas bien. C'est Watson. C'est Watson. Et Watson, à ton avis, il fait quoi comme métier? C'est un médecin. Exactement. Et du coup, j'ai commencé médecine. Très bien. Et voilà. Et Donc, je suis t'as parti été en inspiré médecine. par Watson. Exactement. J'ai été inspiré par le docteur Watson. Ok. Et ça a créé assez de motivation en toi pour réussir médecine du premier coup, pour te donner à fond dans cette direction-là. Exactement. Après, j'ai commencé médecine et après, j'ai eu la chance de rencontrer un très bon ami à moi qui s'appelle Abid, qui en fait m'a permis de faire les premiers cours de suture. Et après, on a créé une association qui a donné des cours de suture à plus de 400 étudiants dans toute la Suisse. On a vraiment réussi à étendre l'association dans les 7 plus grandes villes de Suisse qui ont des universités médicales. Et après, de fil en aiguille, on a créé la Fine Touch Academy. Elle consistait en quoi cette association? Vous donniez du coup des cours de suture à des étudiants en traversant la Suisse à différents endroits? Ou est-ce que c'était seulement ouvert aux étudiants? Est-ce que c'était ouvert à d'autres gens aussi? En fait, si tu veux, c'était une association qui était d'abord réservée qu'aux étudiants de Lausanne.
Ouais. Donc parce qu'on ne savait pas comment ça allait marcher, on était une équipe de 4 amis très passionnés par la suture, les gestes chirurgicaux, on voulait tous partir dans des carrières dans ce domaine-là, et on s'est dit, on lance un cours comme ça, et on prend 20 étudiants en médecine. Ok. Et en fait, je ne le savais pas encore, mais on avait déjà créé notre MVP, notre toute première Minimal Vital Product qu'on pouvait essayer, et ça a super bien marché. Et là, on s'est dit, ok, on continue. Et on a mis en place, si tu veux, un cursus de 3 cours. Et en fait, après une année, les autres associations, si tu veux, il y a une sorte de grand congrès avec tous les étudiants de Suisse. Et on a donné des cours de suture là-bas. Et en fait, au fur et à mesure, les gens ont commencé à avoir de l'intérêt. On dit, mais on ne pourrait pas faire ça chez nous, on ne pourrait pas faire ça chez nous, on ne pourrait pas faire ça dans notre université. Et en fait, de fil en aiguille, ça a commencé. D'abord Lugano, après Genève, après Zurich, après Bâle, après voilà. Et maintenant, du coup, chaque université a sa propre association de suture. Super. Mais qui est fait un peu à leur sauce. Très bien. Mais c'est le même groupe. En gros, ces associations portent le même nom que vous. Exactement. Incroyable. Sauf que c'est de la suture en présentiel. Mhm. Et le problème avec la suture en présentiel, c'est qu'il y a une limite de quantité en fait. Oui. Et donc, c'est pour ça que tu as décidé de créer cette start-up récemment. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus de cette start-up? En quoi elle consiste? Comment vous voulez la développer? Si tu veux, donc la Fine Touch Academy, c'est une start-up qui a pour but d'augmenter les compétences des étudiants, ou d'augmenter les compétences des étudiants ou des jeunes professionnels de la santé en suture, principalement en suture. Et en fait, pour ça, on a décidé de dématérialiser complètement le cours de suture pour avoir une plateforme uniquement en ligne. Très bien. Par contre, tu penses bien, si tu veux apprendre à suturer, tu ne peux pas le faire uniquement avec des vidéos. Il va te falloir du matériel. Et du coup, c'est pour ça qu'en plus de ça, on met à disposition du matériel pour les étudiants. Donc, ils peuvent acheter un kit entier qui leur permet d'apprendre la totalité, quasiment la totalité de tout ce qu'il faut savoir pour suturer lorsqu'on arrive en clinique. Et l'idée, c'est vraiment de préparer les étudiants avant qu'ils arrivent à l'hôpital. Parce que le premier jour à l'hôpital, je peux te dire que si tu ne sais pas suturer, c'est assez rude. Très bien. Cette idée de créer une start-up et de ne pas la garder en association seulement, elle vient d'où? Donc, si tu veux, j'étais déjà en 6e année quand j'ai voulu commencer la start-up. Donc, j'étais déjà plus dans l'association. J'avais décidé de quitter l'association. Et puis, en 6e année, on a des stages. Donc, on n'est plus du tout amené à rester sur le campus de l'université. Donc, il n'y avait plus d'intérêt que je donne des cours de suture. Donc, je m'étais complètement détaché des cours de suture en présentiel. Ça a commencé dans un parc. Le parc de Montbenon à Lausanne. Alors, ce n'est pas un garage, tu sais, à la start-up américaine, mais c'était dans un parc avec un pote. Et en fait, ce pote, Roman, qui est en fait cofondateur avec moi aujourd'hui, et Lionel aussi, qui est le 3e cofondateur, on discutait un petit peu de notre année, parce qu'on est des potes de très longue date. Et lui, il était en tournage, et puis il me disait « Ah, mais oui, je suis en train de filmer pour une marque particulière des produits de pré-hush, etc. » Et moi, je lui disais « Ah, mais c'est drôle, moi j'ai fait une association, on a donné des cours de suture. » Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, on s'est dit « Mais en fait… » Vous avez connecté les points ensemble, ouais, vous avez sorti une idée de toute cette discussion. Et en fait, on s'est dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas quelque chose à deux ?» Sauf que, il nous manquait une 3e personne. Parce que, si tu veux, quand tu lances une start-up, ce qui est important, c'est d'avoir des compétences. Et il nous manquait, on avait la compétence vidéo, on avait la compétence technique, mais il nous manquait la compétence, disons, web design, schéma, enfin tout ce qui était un petit peu du graphisme. De Exactement. l'artistique. Ouais. De l'artistique, mais pas vidéo. Ouais. Parce que sinon, Roman, il va se dire, moi aussi, je suis un artiste vidéo. Et c'est pour ça qu'on a du coup contacté également Lionel, qui est aussi un ami d'enfance. Et du coup, en fait, on est 3 potes d'enfance qui décidons de lancer une start-up. C'est beau, dans le domaine. C'est super. Est-ce que c'est ta première idée entrepreneuriale? Parce que c'est quand même particulier, je pense, de faire de l'entrepreneuriat. Donc je me demande si c'est déjà des idées qui te passaient par la tête plus tôt dans ta vie. Si tu veux, de l'entrepreneuriat comme on a actuellement avec la Fine Touch Academy, jamais. Très bien. Par contre, de mon parcours associatif, je pense qu'il y a eu pas mal de projets
entrepreneurs, si on peut dire, d'entreprendre, de créer une association, de créer un cursus de suture qui m'ont un peu confronté, mais je pense jamais autant que je me suis jamais autant confronté à l'échec que depuis que j'ai voulu commencer une start-up. Parce que commencer une start-up, c'est jamais aussi gros que ce que tu peux imaginer. Tu te dis, ah mais oui, je vais lancer ma start-up. Moi, vraiment, je me suis dit, ah mais on va avoir une année pour lancer la start-up, parce que ça fait plus d'une année qu'on travaille dessus, mais on aura le temps. Et en fait, on va la lancer dans 3 semaines. Et vraiment, ça fait depuis 3 mois, en parallèle de mes examens fédéraux, que je travaille tout le temps là-dessus. Et il y a quelque chose où en fait, c'est très difficile d'estimer la quantité de travail que tu vas devoir faire en commençant un projet. Et je pense qu'il faut partir du principe qu'il y en aura beaucoup plus que ce que tu as l'impression. Ok. Et pourquoi vous laissez pas plus de temps pour lancer cette start-up? Parce que tu m'as parlé d'une année. Je pense que pour les financements, c'est peut-être compliqué de prendre autant de temps, qu'il faut déjà avoir quelque chose, qu'il faut déjà avoir lancé quelque chose. Mais donc, vous cherchez à la lancer rapidement quand même? Ou est-ce que tout est prêt? Alors, tout est prêt. Tout est prêt. Par contre, pour respecter les deadlines qu'on s'est donnés, il fallait travailler plus que ce que j'avais imaginé. Si tu veux, c'est plus de se dire on veut la lancer maintenant parce que des fois, attendre, ça veut élonger un processus inutilement. Ouais. Mais en soi, si tu veux, on serait prêt déjà depuis quelques semaines. Là, on est en train de peaufiner les derniers détails, mais il a vraiment fallu donner un dernier coup de collier, si on peut dire comme ça, les 3 derniers mois avant, pour être sûr que vraiment on ne soit pas à la ramasse quelques semaines avant et que le lancement ne se fasse pas bien. Cette deadline que vous voulez imposer vous-même, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a imposé? Non, on se l'est imposé nous-mêmes. C'est plutôt moi qui l'ai imposé. Parce que, si tu veux, je vois un petit peu le calendrier. J'étais étudiant en médecine. Du coup, la rentrée des étudiants en médecine, c'est un moment. Les examens des étudiants en médecine, c'est un moment. Et c'est d'ailleurs le cas pour tous les étudiants de l'université. C'est un peu les mêmes parties. Et en fait, il fallait qu'on le lance à un moment opportun, au début un peu d'un semestre, quand les étudiants ont encore un peu de temps. Sûr. Parce que si tu fais ça pendant les périodes de révision, c'est pas possible. Et du coup, en fait, c'est un petit peu en discutant avec les deux, Lionel et Roman, qu'on s'est dit, disons, on pense pouvoir le lancer à cette période-là. On se serait laissé la marge de se dire, on lance là dans 6 mois, on lance dans une année, mais on est prêt à cette période-là, donc pourquoi pas partir? C'est quoi la première chose que vous avez fait pour lancer cette start-up? Je pense que c'est difficile pour les gens de s'imaginer exactement comment on lance une start-up et à quel moment on devient cette start-up. On parlait du MVP avant, c'est un mot américain pour dire l'idée c'est d'arriver le plus vite à un produit que tu peux tester, ou un produit ou un projet que tu peux tester avec des gens qui vont l'utiliser. Et en fait, l'avantage d'avoir fait, si tu veux, 3 ans de cours de suture, c'est que la possibilité de donner des cours de suture et l'intérêt du cours de suture, si tu veux, je l'avais déjà. Par contre, si quelqu'un commence une start-up avec aucune idée du marché, aucune idée de qui prend le produit, qui est intéressé par ça, il faut le plus vite possible créer quelque chose que tu peux amener à tester. Donc, le plus rapidement possible, avoir un produit qui te donne un retour des personnes. Ça peut être un pote à toi dans le domaine, ça peut être quelqu'un d'inconnu, encore mieux. Mais le plus rapidement possible, réussir à avoir des retours de personnes potentiellement intéressées. Et c'est ce qu'on a fait avec le kit de suture, avec le e-learning, avec les feedbacks. C'est qu'on a essayé de créer le plus rapidement possible un kit de suture. On l'a fait tester. Le matériel, il testait. Il y a des chirurgiens qui l'ont testé, il y a des étudiants qui l'ont testé. Ils disaient « Ah, ça, non. Ça, oui. » Et en fait, on a pu adapter. Pareil pour le e-learning. Ok, cette vidéo, non, pas trop. Ce texte, je ne comprends pas. Et on adaptait. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on avançait. Est-ce qu'il y a quand même un organisme externe qui vous a aidé à lancer, ou est-ce que c'était seulement des entretiens spontanés avec des gens que vous avez fait pour justement tester ce produit? Alors, si tu veux, c'est plus moi avec les gens que je connaissais. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire beaucoup de stages durant 10 mois. Donc, j'ai vu, je crois, 6 hôpitaux différents. Et dans 6 hôpitaux, j'ai eu la chance de discuter avec des médecins cadres, des médecins chefs de clinique, en gros, un peu toute la hiérarchie des médecins,
pour un peu challenger mon produit. Donc le networking avec tous ces professionnels de la santé, c'est grâce à toi aussi. Cette start-up existe aussi parce que tu es médecin. Alors oui, effectivement, c'est Ouais. vrai que on peut toujours se demander, mais qui de mieux pour comprendre ce qu'ont besoin les étudiants en médecine qu'un étudiant en médecine en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais si toi, John, par exemple, tu voulais lancer une start-up dans la biologie, tu serais complètement à même, alors c'est un petit peu large, hein, on s'entend, hein, mais si c'était dans ton domaine de prédilection, tu serais à même de le faire. Moi, vu que je connais personne, je devrais effectivement m'entourer de personnes qui connaissent le domaine. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cet avantage, c'est que j'étais déjà dans le domaine. Et je pense que si on veut commencer une start-up, c'est quand même bien d'avoir un petit peu des bases techniques du produit ou du projet qu'on veut entreprendre. Bien sûr. En fait, du coup, ça t'a simplifié la tâche de déjà avoir ce background-là. Complètement, Mhm. complètement. Parce que si tu veux, il y a tout, quand on fait de la suture et quand on prend une aiguille et qu'on a des instruments, il y a tout déjà un vocabulaire qui existe. Ouais. Donc c'est un vocabulaire qu'on doit avoir appris et du coup réexpliquer. Mais il y a aussi plein de techniques qui existent. Et en fait, si tu veux, toutes ces techniques, je les montre, mais il faut se dire que certes, il y a des gens qui sont, disons, complètement ignorants à la suture, qui vont apprendre la suture, mais il y a aussi des gens très expérimentés qui vont le regarder. Et c'est ces personnes-là qui sont le plus influents, qui vont avoir le plus d'impact sur ce qu'on propose. Et si ces personnes influentes voient que tu dis n'importe quoi, entre guillemets, eh ben directement, ça ne va pas être un projet qui va pouvoir vivre. Donc Ouais. il faut que tu aies des connaissances techniques ou que tu t'entoures de ces personnes qui ont ces compétences techniques pour pouvoir démarrer une start-up dans ce domaine. Parce que les gens plus expérimentés qui vont critiquer ton travail, ça va être sûr. Par contre, toi, il faut que tu sois à même de pouvoir répondre à ces critiques. Ouais. Et d'apprendre quelque chose de ces critiques, surtout. Complètement. Parce que l'idée, c'est de ne pas rester sur un produit stable. Si, il faut que ça soit un peu dynamique et que tu développes des nouvelles choses par rapport au produit en fonction de ce que ces professionnels de la suture, qui sont des chirurgiens, du coup, j'imagine, C'est juste. te disent. Combien ça a coûté de lancer tout ça? Est-ce que c'est cher de lancer une start-up? Est-ce que c'est cher, du coup, d'acquérir tout ce matériel dont vous avez eu besoin? Ce qui coûte cher, si tu veux, quand tu lances une start-up, c'est les compétences. On en a Ok. beaucoup parlé, mais ce qui coûte cher, c'est d'avoir une personne qui te fait un certain travail. Si par exemple, moi, je ne savais pas filmer, et Roman ne savait pas filmer non plus, on aurait dû soit apprendre de notre côté, mais à ce moment-là, ça m'aurait coûté du temps, soit j'aurais dû engager quelqu'un. Et c'est là où les frais, ils commencent à vite augmenter, c'est quand tu dois engager des compétences, parce que ça coûte, et c'est bien normal parce que ça se paye une compétence. Mais donc nous, on avait l'avantage d'avoir déjà la plupart des compétences dans notre groupe de 3 personnes. Donc ce qui nous a coûté cher, si tu veux, c'est l'achat du matériel. Ouais. L'achat du matériel, donc je veux dire de suture, d'avoir une base de kit de suture à la maison. D'ailleurs, c'est drôle, je n'ai pas dit, mais ma chambre, c'est devenu un entrepôt à kit de suture. Alors heureusement, il y a de la place encore pour mon lit. Et heureusement, je vais bientôt déménager à Fribourg. Mais j'ai vraiment stocké plein de kits de suture dans ma chambre. Et ça, si tu veux, il faut l'acheter une première fois. Et du coup, voilà, si tu veux, c'est le principal gain d'argent qu'on a dû mettre au début parce qu'on avait la chance de ne pas devoir payer un vidéaste ou quelqu'un qui nous a fait le site internet. J'imagine que du coup, il faut trouver un fournisseur pour acheter en C'est gros ça. ce matériel-là et aussi du matériel de qualité. Donc Oui. c'est une découverte aussi pour quelqu'un qui lance une start-up. C'est comment je trouve un fournisseur qui est bien et avec qui je m'entends, comment je crée une relation de confiance avec lui. Surtout, ce qui est très important, c'est de savoir qu'est-ce qui est du matériel de qualité. Et je pense que c'est ça qui est difficile à savoir aussi, c'est quand on est au bloc opératoire et qu'on opère et qu'on demande un ciseau, eh ben, on nous donne un ciseau parce que l'instrumentiste, donc qui est la personne qui nous donne le matériel, connaît très bien les ciseaux et cette personne sait où on en est dans l'opération. Donc elle va nous donner un ciseau qu'il faut pour couper. Et c'est vrai que
en analysant un petit peu le matériel, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de jeunes médecins qui ne connaissaient pas tout à fait le matériel qu'ils utilisaient. Et moi non plus, en fait, je ne le connaissais pas. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, on va faire un kit de suture, on va mettre des ciseaux. Et je me suis dit, mais quels ciseaux? Et c'est là où tu dois continuer à creuser. Et effectivement, après, on a dû aller chercher des produits. On a des produits qui viennent du Pays-Bas. On a des produits qui viennent aussi d'Asie. On a des produits qui viennent aussi d'Amérique. En gros, si tu veux, c'est une sorte on a amené plein de produits de pays différents pour créer ce kit de suture. Parce qu'on s'est dit, le porte-aiguille, le meilleur, il vient des États-Unis. Et du coup, il vient des États-Unis, etc. Ça s'est fait comme ça. Ok. Donc quelque chose de très axé sur la qualité, si je comprends bien. Oui, effectivement. Oui, on essaye vraiment d'avoir un matériel qui permet de suturer le temps qu'il te faut pour te préparer à la clinique, en fait. Est-ce que vous avez reçu de l'aide externe, des financements externes pour lancer cette start-up? Des financements externes, on a la chance de ne pas en recevoir. On a reçu de l'aide externe, disons organisationnelle. On a fait un incubateur, l'incubateur de l'UNIL. Il y a aussi mon parrain, mon père qui me donne aussi des conseils parce que je leur pose des questions très spécifiques et du coup ils arrivent à m'aiguiller sur certains aspects que j'ignore. Parce que lui, il est entrepreneur. Alors, ils sont entrepreneurs. Oui, si tu veux, mon père est ingénieur et il est aussi entrepreneur. Et mon parrain est également entrepreneur. Et du coup, ils ont pu m'aiguiller sur certaines choses un peu spécifiques où j'avais un petit peu de peine à me mettre en place. Donc ça, c'est vrai que j'ai eu de la chance aussi d'avoir des réponses assez proches dans mon entourage. Mais bien sûr, l'incubateur et tous les tests de matériel, j'ai dû m'approcher des gens que je ne connaissais pas de base. Et pour répondre à ta question du coup des finances, j'ai travaillé pendant 2 ans pendant mes études à Colas, que tu connais très bien. Je connais très bien, oui. Et au CHUV, et du coup en tant qu'assistant de recherche, et j'ai réussi à avoir un peu d'argent que maintenant du coup j'ai réutilisé dans cette start-up. C'est quoi ton marché? C'est qui que tu veux toucher avec ton produit et qui achèterait ton produit? Est-ce que c'est des étudiants en médecine? Est-ce que c'est des professionnels de la santé? Est-ce que c'est un jeune enfant qui a envie d'apprendre la suture et qui a envie de travailler sur un kit? Alors, pour le jeune enfant, il y a des aiguilles et des ciseaux. Donc, si tu veux, on a mis tout en place pour que ce soit le plus sécurisé possible. Mais effectivement, n'importe qui pourrait acheter ce kit de suture. Je pense qu'il est beaucoup plus profitable aux gens qui en auront besoin dans le futur. Et ces gens que je connais principalement, c'est les étudiants en médecine. Les étudiants en médecine de Suisse romande, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine en Suisse. Et du coup, les étudiants en médecine de Suisse romande, je pense que ça peut leur être très utile parce qu'au moment de commencer tes stages cliniques, quand tu arrives au bloc opératoire la première fois ou quand tu dois suturer la première fois, il faut déjà savoir que tu dois tout apprendre. Un bloc opératoire, tout est nouveau. C'est stérile. Il y a des choses qu'il faut toucher, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est assez spécial, mais vraiment, les chirurgiens au bloc opératoire, c'est une ambiance, on appelle ça le théâtre en anglais. Et du coup, je ne sais pas si c'est volontaire, mais il y a ce côté un peu très... c'est très atypique, c'est très difficile à décrire. Et en fait, tu peux faire très peu de choses au début, parce que tu touches quand même un patient qui est endormi, et tu vas quand même à l'intérieur de ce patient. Alors je suis désolé si je ne vais pas aller dans les détails, parce que ça peut dégoûter certaines personnes, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est aussi très délicat comme procédure, parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et du coup, quand quelqu'un arrive la première fois dans un bloc opératoire, il ne peut pas, comment dire, c'est pas un endroit où tu apprends les bases. Les bases, normalement, quand tu arrives au bloc opératoire, tu dois les savoir. Et donc, en médecine, dans les études, il y a sûrement un peu de pratique sur la suture, mais pas assez. C'est peut-être ça le problème que tu résous. On a besoin d'avoir plus de pratique pour en arriver là, parce qu'on va travailler directement sur des patients réels. Et donc, pour travailler directement sur des patients réels, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, ça a des enjeux en plus énormes éthiques. Certes, c'est un hôpital universitaire et il faut que les hôpitaux universitaires ont des étudiants qu'il faut apprendre. Mais laisser un étudiant qui n'a jamais suturé sur une peau de patient, alors déjà,
la technique sera très mauvaise, donc il y a quand même une augmentation des risques de complications. Mais il y a aussi le temps. Et il faut savoir qu'un bloc opératoire, à la minute, c'est une location de salle qui est assez chère. Hein, parce qu'il y a l'équipe médicale, il y a l'équipe anesthésique et il y a l'équipe du bloc opératoire. Donc il y a beaucoup de gens dans le bloc opératoire. Et un étudiant qui apprend à faire son point sur un patient alors que l'anesthésiste est en train d'attendre, tous les personnels du bloc opératoire sont en train d'attendre, ça coûte aussi un certain prix. Donc je pense qu'il faut que tout le monde qui veut apprendre la suture puisse l'apprendre. Mais si on veut suturer en conditions réelles, il faut s'entraîner avant. Parce que sinon, de moins en moins, les chirurgiens, j'ai l'impression, vont nous laisser nous entraîner une première fois sur une peau de patient. Et à juste titre aussi. Très bien. Et dans ce que vous proposez, est-ce que c'est uniquement des kits de suture et des conseils ou comment ça se passe exactement? Est-ce que des gens qui auraient besoin de conseils peuvent contacter des médecins par exemple ou contacter des professionnels, des chirurgiens pour apprendre à travailler, pour s'améliorer eux-mêmes? Alors, on n'est pas, si tu veux, nous, on fait vraiment de la suture. Donc, si tu veux avoir des conseils sur la suture, on a la possibilité d'avoir un feedback. Donc, on a un assistant en chirurgie qui répond, si tu veux, on a créé un formulaire qui se base sur une échelle, on appelle ça l'échelle OSATS, mais si tu veux, c'est une échelle pour les études scientifiques de comment quantifier une performance en suture. Donc en gros, un peu les gold standards de comment bien suturer. On en a fait un dossier et en fait, toi, tu peux envoyer ta vidéo de toi qui suture et après, le chirurgien en question va regarder cette vidéo et remplir ce questionnaire et ensuite te renvoyer à toi directement le questionnaire. Et comme ça, toi, tu as un retour direct d'un chirurgien pour progresser beaucoup plus rapidement que si tu devais le faire toi de ton côté. Mais on ne fait pas de conseils, par exemple, de comment… On n'a pas une hotline téléphonique, si tu veux. C'est vraiment spécifique sur des conseils en rapport avec la suture. Et tu m'as parlé d'e-learning aussi, Oui. donc d'éducation en ligne pour des gens qui veulent apprendre la suture. Comment ça se passe? Est-ce que c'est déjà un projet que vous avez commencé à développer? Est-ce que les vidéos sont déjà prêtes? J'imagine que ce sera des formats vidéo. Alors, si tu veux, les trois formats sont prêts. Le kit est prêt, le e-learning est prêt et les feedbacks sont prêts. Super. La formation des trois produits sont prêts. Maintenant, le e-learning, donc il y a à peu près entre 4 et 5 heures de vidéo. Et sous chaque vidéo, il y a du texte. Et il y a à peu près 200 pages de texte avec des schémas, des vidéos qui sont prises de dessus, de côté, de face. Enfin, on a Roman qui avait beaucoup de caméras et qui a pu faire vraiment beaucoup d'angles et c'est une très bonne qualité. Et en fait, ces vidéos, elles ont pour but de montrer une première fois aux étudiants comment faire un point spécifique, par exemple le point simple avec les instruments. Mais aussi comment tenir les instruments, quel matériel utiliser. On va même dans la fixation de drains. On a vraiment beaucoup de modules. Si tu veux, il y a 6 modules. Et ça te permet de vraiment avoir une base solide pour commencer en clinique. Est-ce que c'est uniquement des compétences de base ou est-ce que certaines vidéos poussent le bouchon un peu plus loin et apprennent plus de choses aux gens, apprennent des techniques plus complexes? Ou est-ce que c'est un projet que vous auriez à l'avenir de faire du e-learning, pas seulement pour de la suture de base, mais aussi du e-learning pour des techniques de suture complexes? Alors on a, si tu veux, un module qui est un peu progressif. Il y a 6 modules, enfin c'est un cursus pardon, qui a 6 modules. Le premier module est plus simple que le deuxième, qui est plus simple que le troisième. Et en fait, plus tu montes dans les modules, plus c'est difficile. Il y a 6 modules en tout, mais ça traite uniquement de la suture. Donc la suture, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas définie, mais c'est le fait de rapprocher deux tissus ensemble. Le tissu, ça peut être aussi 2 matériels, donc 2 matériels ensemble avec du fil. Mais avec ça, il existe beaucoup de techniques et nous, on a sélectionné celles qui s'utilisent le plus. Mais après, ces techniques, elles se mélangent aussi entre elles pour arriver à d'autres buts. Et en fait, l'idée, c'était de faire un e-learning qui d'abord parle un petit peu des bases de la suture, faire les points faciles, et après de commencer à mixer les points ensemble pour en faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Et avec toutes ces techniques, normalement, on a ce qu'il faut pour
commencer à suturer au bloc opératoire. Ouais, donc c'est un background qui est suffisant pour n'importe qui aimerait apprendre ces compétences pour aller en bloc opératoire. Très bien. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Est-ce que vous avez de la concurrence sur ce marché? Alors, c'est drôle parce qu'en faisant le hub, on a parlé de concurrence. Et la concurrence, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui fait peur pour certains. Et c'est vrai qu'à force de parler de concurrence, c'est vrai que si on n'a pas de concurrence, on n'a pas de marché. Et en fait, une fois que j'ai réalisé ça, c'est vrai que si, à moins de créer un produit qui est très niche et que personne n'a encore développé avant, peut-être dans la recherche très fondamentale, mais si tu veux avoir des personnes qui sont intéressées à ton projet, bah bien sûr, il y aura des concurrents. Si tu veux, ça fait un peu partie du jeu. Donc oui, on a des concurrents, mais ce qui est important, je pense, dans la concurrence, c'est de savoir ce qu'ils font, mais non plus pas trop s'attarder à voir absolument tout ce qu'ils font, dans le sens à continuer. En fait, il faut que tu développes ton projet à toi. Et puis après, oui, bien sûr, savoir ce que la concurrence fait, parce que voilà, comme ça, tu peux t'en inspirer aussi. Mais il faut que toi, tu te concentres sur ton produit et que tu fasses quelque chose, parce qu'il y en aura. Si toi, ça marche, ce que tu vas faire, c'est sûr qu'il y a de la concurrence. Ouais. Tu sais combien Coca-Cola, ils ont d'alternatives dans leur boisson? Dans leur boisson exactement? Dans leur boisson, un peu le même J'aurais dit goût. 4 ou 5 personnes. Il y a 50, 4 ou 5 marques, pardon. Il y a 50 marques différentes. Et pourtant, la plupart des gens boivent du Coca. Ou du Vivi-Cola si tu es en Suisse, ou du Pepsi si tu regardes le Super Bowl. Mais pour te dire qu'en vrai, la concurrence, tu vas toujours en avoir, mais sur une terrasse, on demande quand même toujours du Coca. Je pense que ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'on ne veut pas forcément se comparer aux autres. On veut créer son propre produit, se concentrer sur la qualité de son produit et sur le fait de faire quelque chose de vraiment bien pour les gens, qui apporte quelque chose, qui est mieux peut-être que les autres, mais pas forcément en se comparant aux autres. Effectivement. T'inspirer plus que te comparer. Elle en est où ta startup actuellement? Tu dirais qu'elle est déjà lancée ou que vous avez encore beaucoup de choses à faire? Donc, si tu veux, quand tu lances une startup, tu as toujours la partie de conceptualisation au début où tu penses un petit peu aux idées, aux problèmes. Ensuite, tu fais du prototyping, donc tu regardes comment. Là, on est en train de terminer cette partie, comment ton produit il va être mis, à quoi il va ressembler. Et puis après, tu lances ton produit. Et nous, si tu veux, dans 3 semaines, maintenant 2 semaines et demie, on va lancer le produit. Donc, on est vraiment quasiment à la fin du prototyping et on va lancer pour la première fois, du coup, la FineTouch Academy dans les auditoires de médecine. On va aller en parler. Ouais, on peut en parler brièvement. Comment vous imaginez de faire le marketing du coup, de votre produit? Vous allez le faire du coup, en allant dans les auditoires de médecine, si j'ai bien compris. C'est juste. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vous imaginez faire de la publicité, des affiches, je ne sais pas? Il faut que tu t'imagines quand tu fais du marketing, qu'est-ce que fait un étudiant de médecine? En gros, il passe où ses journées et qu'est-ce qu'il utilise comme outil? Donc, il y a un outil que je ne t'apprends pas, c'est Instagram. Donc, vous avez une super page qu'il faut absolument suivre d'ailleurs. Et Instagram, on est obligé d'aller dessus. C'est pour ça qu'on prépare du contenu Instagram. Par contre, après, dans les autres canaux de communication, on a effectivement les auditoires, parce que les étudiants vont en auditoire. Et puis après, on ne veut pas non plus trop en parler dès le début parce qu'on veut voir un petit peu comment ça prend. C'est la toute première fois qu'on lance quelque chose comme ça. On n'est que 3 personnes. S'il y a trop d'intéressés, ou s'il n'y a pas assez d'intéressés, enfin, on veut un petit peu voir comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, on va passer dans les auditoires en médecine, on va faire des posts Instagram et on va voir comment ça se développe pour ensuite pouvoir adapter. J'aimerais savoir, est-ce que tu trouves que c'est un projet passion, dans le sens, si ta startup se développe bien et que quelqu'un vous propose de la racheter pour 1 million d'euros, est-ce que tu serais prêt à le faire ou est-ce que c'est un projet qui te tient particulièrement à cœur, que tu souhaites garder et que tu souhaites développer toute ta vie? Alors, j'aime bien ta question. Un investisseur qui vient et qui me dit « Je vous rachète votre startup pour 1 million alors qu'elle n'est même pas lancée », je me dis « Mais oui, c'est qui cet investisseur ?» Mais effectivement, je pense que le plus important au début de cette startup, c'est
d'apprendre comment ça fonctionne. Ouais. Cette première startup, ça va peut-être amener à rien, ça va peut-être amener à quelque chose, mais si tu veux, c'est le processus d'apprentissage qui est important. Donc peut-être c'est pour ça qu'on ne va pas trop faire de pub au début, parce qu'on ne sait pas comment ça va prendre. Et moi, je veux pouvoir apprendre le maximum le plus rapidement possible pour que si ça fonctionne, que je puisse adapter, si tu veux, petit à petit le niveau. Donc on veut juste être réaliste avec ce qu'on veut montrer, on veut juste montrer ce qu'on peut donner et pas dire oui, c'est une multinationale, on peut vendre 2000 kits. Non, pour l'instant, on va commencer avec 50 kits, la formation, et on va voir comment ça se déplace. Il ne faut pas oublier que c'est un travail que je fais à côté d'être assistant en chirurgie. C'est un travail qui demande déjà beaucoup d'énergie et mon objectif, c'est de devenir chirurgien. Ouais, justement, on peut un peu en parler. Ouais. Si je te demande dans 10 ans où tu penses être avec cette startup ou toi-même déjà, tu pourrais nous dire quelques mots? Pouah. Je pense que de toute façon, je vais terminer mon FMH de chirurgie. Ça, c'est sûr, et je vais commencer à travailler en tant que chirurgien. Chirurgien, c'est assez large, il me semble. Oui. Est-ce qu'il y a un type de chirurgie qui t'intéresse particulièrement? La chirurgie reconstructive. Super. La chirurgie reconstructive, donc par exemple quand tu te brûles, quand tu te fais un traumatisme de la jambe, tu dois avoir la peau qui est reconstruite, les muscles qui sont reconstruits. Ça, c'est des chirurgiens qu'on appelle reconstructeurs. Ils font beaucoup de sutures, aussi les chirurgiens, plasticiens, reconstructeurs. Donc du coup, c'est clairement mon domaine. La question, c'était aussi de savoir dans 10 ans, eh bien, il faut voir après. Je t'avoue que cette start-up, je la lance parce que ça me fait très plaisir, mais je ne peux pas encore aujourd'hui m'annoncer sur est-ce que je vais en faire ça de ma vie ou pas. On n'a pas encore lancé le produit, on va le lancer dans quelques semaines, on ne sait pas comment ça va, je peux pas répondre à ça aujourd'hui. Ah, bien sûr. Écoute Julien, ça m'a fait plaisir de parler avec toi, de découvrir ta startup et de te découvrir toi aussi à travers cette startup. Merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast Étincelle qui sortira bientôt sur toutes les plateformes. Et j'espère que tu as eu du plaisir aussi. Merci beaucoup John. Vraiment, je voulais te remercier. Vic aussi qui est derrière la caméra qu'on ne voit pas de m'avoir invité à ce podcast, pour ce premier podcast. En tout cas, encore une fois, qu'est-ce que je veux dire? Merci en fait. Vraiment, merci John, merci Vic. Très bonne journée à toi Julien. Et si vous voulez découvrir son travail, vous pouvez aller voir son site web Fine Touch Academy. Je ne sais pas si vous avez un compte Instagram déjà. Alors, on aura un compte Instagram qui va s'appeler la même chose, Fine Touch Academy. Donc, vous tomberez dessus.